Daft Punk, c'est ça. One more time, got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Daft Punk est un groupe français de musique électronique composé de Thomas Bangalter et de Guy Manuel des Homem Christo. Le groupe existe depuis 1993. Et oui, Daft Punk c'est vieux, et il participe à la démocratisation et à l'expansion du mouvement de musique électronique baptisé French Touch dans le monde entier. La French Touch, pour faire court, c'est un genre musical originaire de France, d'où son nom, merci Captain Obvious, et qui se distinguait de la house music classique par l'utilisation de samples souvent puisés dans le funk et la disco. On connaît tous le hit Harder, Better, Faster, Stronger. On connaît tous les casques des Daft Punk. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 15e gamme d'anecdotes. Tout commence en 1987 au lycée Carnot à Paris. 3 jeunes étudiants décident de créer un groupe de rock nommé Darlene en hommage à la célèbre chanson des Beach Boys. Thomas Bangalter, Guy Manuel des Homem Christo et Laurent Brankovitz enregistrent leur premier single Darlene, oui, comme le nom du groupe, sur un 45 tours. Ce 45 tours, il contiendra 2 titres, Darlene et Cindy So Loud. Ces 2 titres, ils sont restés dans l'histoire de la musique. Ils ont gravé vraiment l'histoire de la musique parce qu'ils ont révolutionné le rock et non, je déconne! Allez, je te passe un petit extrait. Bon, t'imagines bien que le succès n'est pas du tout au rendez-vous et le groupe n'a quasiment aucun impact sur la scène française à cette époque. En 1993, une critique du magazine britannique Melody Maker qualifiera leur musique de Daft Punky Trash, soit littéralement en français du punk idiot. Laurent quitte alors le groupe un peu plus tard et Thomas et Guy Manuel décident de fonder le groupe Daft Punk à la suite de cette critique. On va rapidement parler du logo de Daft Punk, parce qu'un logo peut aussi mettre en avant le caractère et le style d'un groupe à sa façon. Je te fais un petit rappel, par exemple Queen, si t'as pas vu la vidéo qu'il aurait consacrée, avait un logo qui rappelait la royauté, comme leur nom. Eh bien, pour Daft Punk, le logo est en fait inspiré du premier film de Michael Mann, mettant en scène un gangster. L'action du film, elle est crue, elle est souvent fan de violence sèche, rapide, et en mettant l'efficacité sur le devant de la scène, comme Daft Punk. D'ailleurs, la musique accompagnant le film est bourrée de synthétiseurs et de guitares électriques accompagnant l'action. Autant vous dire que le groupe Daft Punk n'a pas choisi cette police d'écriture pour rien. En 1997, Daft Punk sort son tout premier album, Homework. Cet album, il rencontre le succès. 2 millions d'exemplaires se vendent dans 35 pays différents en l'espace de 2 mois. C'est absolument énorme pour un début de groupe. La presse de tous les pays du monde font l'éloge de l'album qui fait un tabac, surtout chez les jeunes. Et le groupe acquiert alors une notoriété internationale et entame sa première tournée mondiale en 1997, la même année que l'album. L'anecdote justement, c'est la tournée en elle-même. Ce qui est drôle lors de cette tournée, c'est que le spectacle, il est complètement aléatoire. Par exemple, le concert a parfois duré 5 heures. Au moins, t'en avais pour ton argent. Ça, c'est sûr. On va parler rapidement des origines des 2 membres du groupe, Thomas Bangalter et Guy Manuel des Homem Christo. Le père de Thomas Bangalter, Daniel Bangalter, est un producteur et parolier français. Il a par exemple été le parolier de la compagnie Créole, c'est pas rien quand même. Il a d'ailleurs aidé son fils au début de l'ère Daft Punk, au niveau de tout ce qui était enregistrement studio, tout le côté matos. Pour Guy Manuel, on va dire qu'il a pas vraiment une famille axée sur la musique. Il y a d'ailleurs une rumeur comme quoi il vient d'une famille très aristocratique. Selon la rumeur, ses ancêtres étaient des militaires portugais qui ont joué un rôle majeur dans le traité anglo-portugais en 1891. Et si on remonte encore un peu plus loin dans sa lignée, il est dit que sa famille aurait affronté les forces armées de Henri V. Ça, c'est la classe quand même. Le visage des Daft Punk, un grand mystère. Bon, pas si grand que ça au final puisque la photo est sur internet, le problème c'est qu'elle date de 1996 quoi. Et qu'il n'y a pas d'autres photos officielles des membres Daft Punk sans leur casque si caractéristique. D'ailleurs, petit fun fact, au début du groupe, les Daft Punk mettaient juste des masques en fait. Ils n'avaient pas leur casque, mais ça on en reviendra juste après. Ils pensaient que le fait de mettre un masque ou bien un casque, de cacher leur visage quoi, c'était pour montrer que n'importe qui pouvait faire ce qu'ils faisaient. Un peu comme Batman.
Je vais te dire un truc qui va te paraître complètement dingue, mais les Daft Punk, accroche-toi bien, possèdent bel et bien une forme humaine. Les deux rois de la French Touch ne se sont pas toujours cachés derrière leur célèbre casque. Le duo explique qu'un drame s'est produit le 9 septembre 1999. Nous n'avons pas choisi de devenir des robots. Il y a eu un accident dans notre studio. Nous étions en train de travailler sur le sampler quand, le 9 septembre 1999, à 9h09 très exactement, a explosé. Lorsque nous avons repris conscience, nous étions des robots. Bon, en vrai, ils mettent des costumes de scène parce qu'ils veulent séparer leur vie privée de leur vie professionnelle. Des grands timides. À l'occasion du Festival de Cannes en 2006, les Daft Punk présentent au public leur premier film long métrage, Daft Punk's Electroma, qui raconte en fait la quête d'humanité de deux robots. La petite particularité de ce film, c'est qu'il n'est diffusé que dans un seul cinéma en France, le samedi à minuit pendant 1 an. Donc n'essayez pas de trouver la séance, ça fait bien longtemps qu'elle n'existe plus. Le principe en fait c'était le même que celui des Midnight Movies en Amérique, où des films expérimentaux étaient diffusés à minuit aux US dans les années 70. Le petit truc cool, c'est que la voiture utilisée dans le film a été vendue sur eBay au prix de 25 600 livres afin d'aider les sinistrés du Japon en 2011. Ils sont cool ces Daft Punk quand même. Voir Daft Punk en concert, c'est un peu comme une éclipse. C'est un événement qui est hyper rare. Cet été, il y a eu des rumeurs sur une éventuelle tournée mondiale des Daft Punk. En effet, le duo part en tournée tous les 10 ans, par exemple en 1997 et en 2007. Certains internautes ont donc fait l'hypothèse qu'ils partiraient en tournée mondiale en 2017. Logique. Et là, le 5 septembre 2016, un site web intitulé Alive 2017 fait son apparition sur la toile. Le site dispose d'un compte à rebours. Internet s'affole et certains internautes trouvent plusieurs informations dans le code source du site. Notamment des nombres indiquant des coordonnées géographiques comme Paris, Los Angeles, Tokyo et Ibiza, ainsi qu'une seule ligne avec marqué Wake Date 2016 10 27, soit en français date du réveil le 27 octobre 2016. Les jours passent, défilent et le 27 octobre arrive finalement. Et c'est la plus grande déception du monde pour les fans des Daft Punk. Un petit malin s'était juste amusé à faire toute cette farce. Bon, on espère toujours la tournée des Daft Punk quand même, mais franchement, c'est pas cool. La chaîne que je veux mettre en avant cette fois-ci, c'est Révisons nos classiques. Alors si t'es abonné à Antox Colaboy, tu connais déjà sûrement cette chaîne puisqu'il a fait un méchers abonnement sur celle-ci très récemment. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Révisons nos classiques, c'est deux passionnés de musique classique qui nous font découvrir la vie et les œuvres des grands compositeurs. On retrouve par exemple les célébrissimes Beethoven, John Williams ou bien encore Debussy. Mais on retrouve aussi des compositeurs un peu moins connus comme Shostakovich ou bien Antonín Dvořák. Oui, moi non plus je ne sais pas comment se prononce son nom. Bref, cette chaîne est parfaite pour tous les amateurs de musique classique, mais aussi pour les débutants dans ce genre. Allez, je vous passe un petit extrait. Il nous fait donc voyager à des milliers de kilomètres, rien qu'à travers la simplicité de ses mélodies. Antonín était très attaché au paysage, au folklore musical tchèque et s'inspira énormément d'œuvres populaires slaves pour ses compositions. Bon sinon, j'imagine que tu commences à connaître la musique. Si t'as aimé l'épisode, tu peux laisser une petite note en l'air, un commentaire, partager la vidéo à tes potes, ça me ferait hyper plaisir. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour te tenir au courant des prochaines vidéos. On se revoit dans 9 jours pour une prochaine gamme, des anecdotes ou alors une croche, j'ai pas encore choisi. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez voir pour la prochaine fois. En attendant, porte-toi bien, écoute plein de musique. Tchuss!